Toujours ce moment très formel. Bonjour à toutes et tous, merci d'être, enfin rebonjour, bref. Merci d'être là pour cette deuxième vidéo sur le sujet du bénévolat et de l'animation des réseaux bénévoles. Je m'appelle Lorraine et moi je suis experte sur les dynamiques d'engagement. Donc ça fait à peu près 7 8 ans que je travaille dans l'écosystème de l'engagement et j'ai moi-même géré des réseaux de bénévoles dans une association qui s'appelle Make Sense. Et ensuite, enfin voilà, pendant quelques années, donc ça m'a permis de tester plein de choses qui ont marché et qui n'ont pas marché, et de capitaliser et d'apprendre plein de choses. Et ça nous a permis, avec toute mon équipe, de formaliser des apprentissages autour de ce que nous, on a appelé l'animation de communautés bénévoles. Mais c'est voilà, travailler sur toute l'idée de l'engagement des bénévoles au sein des structures associatives. Et du coup, on a lancé des formations sur ces sujets-là. Et donc, j'ai pu accompagner voilà, une grande variété de structures sur ces enjeux-là qui vont de la Croix-Rouge, Action contre la faim, enfin voilà, des associations qui sont installées dans l'écosystème depuis longtemps et d'autres formes de réseaux, de structures associatives, enfin en tout cas de mouvements qui gèrent des bénévoles. Donc voilà, adaptés à plein de tailles, de maturités différentes sur les enjeux. Et j'ai quitté la structure depuis Make Sense depuis 1 an et demi. Je continue de travailler sur ces questions-là et j'accompagne à mon compte des organisations et des collectifs qui ont ces enjeux-là. Et donc, je suis ravie de pouvoir être avec vous une deuxième fois, parce que donc on s'est déjà parlé à la fin de l'année dernière sur un autre sujet qui était le sujet du recrutement des bénévoles. On a pris une photo, mais après que plein de gens soient partis, voilà. Donc cette fois, peut-être qu'on le fera un tout petit peu plus tôt. Voilà, pendant cette première visio, on a pu parler du sujet alors, le recrutement, j'aime pas, ça fait très professionnel comme mot, mais comment est-ce qu'on attire enfin, comment est-ce qu'on attire des bénévoles? Donc, on a pu parler du sujet un peu des mutations de l'engagement, de comment est-ce que l'engagement a changé depuis quelques dizaines d'années et qu'on est passé aussi parfois sur des formats et des envies d'engagement qui peuvent être différentes de ce qu'on a connu avec un format très régulier où les gens, voilà, s'engageaient dans une cause et venaient parfois presque toutes les semaines, etc. Ça existe toujours évidemment, mais on le voit aussi qu'aujourd'hui les gens, ils ont envie peut-être parfois de tester différents sujets qui les touchent et sur des formats parfois plus ponctuels, etc. Et donc du coup, il y a un enjeu aussi d'évolution des envies d'engagement qui implique aussi que les mouvements, les associations puissent s'adapter à ces nouvelles envies. On a discuté aussi ensemble de l'importance de réfléchir à pourquoi est-ce que les gens s'engagent du coup, qu'est-ce qui fait qu'ils viennent dans nos structures, est-ce que c'est des envies d'apprendre, de rencontrer d'autres personnes, de se sentir utile, et du coup, de nourrir ces besoins-là tout au long des parcours qu'on crée pour favoriser la fidélisation des bénévoles. On a aussi parlé, désolée, je vais un peu vite, mais voilà, c'est des choses qu'on a vues, c'est juste pour vous remettre un petit peu en jambe. Et comme disait Aurélie, hein, le recording, enfin, l'enregistrement, pour éviter d'utiliser des anglicismes, est disponible. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Mais voilà, on a aussi parlé de l'importance de clarifier ses besoins avant de lancer des campagnes de recrutement de bénévoles ou de la communication, d'être au clair sur ce dont on a besoin pour faire grandir le collectif, pour pouvoir le formuler de manière lisible et que ça donne envie aux gens de rejoindre le collectif aussi, parfois sur des tâches qui sont et des missions qui sont compréhensibles et qui donnent envie parce qu'elles sont rattachées à la raison d'être et à pourquoi est-ce que les gens ont envie de s'engager. Et enfin, on a parlé évidemment de méthodes de recrutement, de comment faire venir des bénévoles chez nous, du coup d'une variété de méthodes de recrutement qui va du bouche à oreille à du recrutement présentiel sur des stands ou des plateformes en ligne. Et ce qu'on se disait, c'est que en fait, toutes ces méthodes de recrutement, elles sont complémentaires entre elles. Il n'y en a pas une seule qui va vous permettre d'attirer 1000 personnes d'un coup. Et puis, c'est pas forcément le souhait d'en attirer 1000 d'un coup. Mais en tout cas, voilà, l'importance de comprendre aussi où sont les personnes qu'on pourrait attirer et de tester différentes choses autour du recrutement. Aujourd'hui, on va parler, comme vous le savez, de l'animation du réseau. Donc, on a beaucoup parlé de comment faire venir des gens. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de comment est-ce qu'on organise le collectif et qu'on favorise le fait que les gens s'engagent dans la durée. Donc, l'idée, c'est de pouvoir partager autour des freins et des bonnes pratiques aussi. Je l'ai pas mis. Ah, Il n'y a plus de son. oui. Lorraine, t'as perdu le son. On ne sait pas. C'est bon? Vous m'entendez pas? Ah, là, Ça y c'est est. revenu. C'est Ok. revenu. Oui, ça a coupé.
Ok. Ah oui, ma connexion Internet est instable. C'est très bizarre. Je suis chez moi, tout va bien. Bah, vous me dites si ça coupe. Ça va, vous m'entendez? Là, oui, on t'entend, il n'y a pas de souci. Ok. Euh, et donc, on va réfléchir un petit peu au frein et échanger sur quatre sujets, en tout cas, qu'on a identifiés avec Aurélie et Charlotte comme étant des piliers à travailler. Donc j'ai essayé de faire un peu une métaphore autour de la maison, puisque voilà, vous travaillez les enjeux d'habitat. On va parler un petit peu des fondations d'une maison qui sont l'organisation et la gouvernance au sein d'un réseau. Comment est-ce qu'on crée les bases pour que le collectif avance de manière saine? Ensuite, on va parler des parcours bénévoles, comment est-ce qu'on entre par la porte d'entrée dans un réseau bénévole et qu'on monte les marches de l'engagement peu à peu. Ensuite, on va parler des formats et des rituels. Comment est-ce qu'on se retrouve dans vos collectifs et qu'est-ce qui fait que les gens ont plaisir à se retrouver. Et enfin, on parlera un peu des enjeux de communication pour parler avec son réseau et sur son réseau bénévole. Voilà, donc c'est un peu le programme du jour. Avant ça, je vous propose un petit brise-glace, évidemment, hein. Moi, je suis là pour parler d'animation de réseau, donc vous en doutez, je vais faire un petit brise-glace qui va vous paraître un petit peu surprenant, mais j'y vais quand même et je la tente. Quand je vous parle de cette notion d'animation de réseau bénévole, quelle Céline Dion êtes-vous? Voilà, donc quand je vous parle un petit peu de ces enjeux d'animation de communauté, ça vous fait, enfin, vous vous sentez quelle Céline sur cette image et du coup pourquoi? Donc c'est un moyen un peu détourné à la fois de rigoler, de vous dire que je suis fan de Céline Dion et aussi que vous puissiez me partager un petit peu des défis du coup qui sont liés à ces enjeux-là. Donc vous pouvez écrire dans le chat ou évidemment prendre la parole. Tu peux reformuler, s'il te plaît? Juste. Alors, quand je vous parle voilà, des enjeux d'animation de réseau Ah, les bénévole, enjeux d'animation. OK. ouais, ça vous fait vous sentir quelle Céline Dion? Est-ce que vous êtes plutôt en OK. mode prière Ouais, pour que ouais. ça marche? Ouais, ouais. Ça Merci. vous va? Ok. Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer? Bah, du coup, je continue. Allez, Je vais prendre la Céline Dion numéro 20. ok. Pourquoi? Euh, Ah, trop bien. Parce que dans ma personnalité, j'aime bien, par nature, je pense être une personne engageante qui aime bien engager les gens et fédérer à la Ok, fois de l'envie et voilà, et de l'action. ok, super. Merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a d'autres Ok. personnes qui ont envie de nous dire quelle Céline Dion ils sont par rapport à ce sujet? Moi, je veux bien. Allez. Numéro 3, je dirais que pour moi, c'est positif, c'est l'actif, c'est aller de l'avant, montrer qu'on est volontaire et qu'on est tous ensemble pour faire quelque chose de bien. Trop bien. Merci Benoît. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, Moi, je dirais que alors, je peux choisir deux Céline Dion parce que allez, vas-y. alors il y a la Céline Dion 17, donc c'est mon réseau bénévole qui m'a beaucoup porté. Moi, j'ai un parcours un peu particulier, donc je suis devenue coordinatrice grâce aux bénévoles de mon asso. Ok, Et le 9, c'est pour les moments festifs, où on boit des coups entre copains. trop bien, j'adore. On va parler de ça, de l'importance de célébrer, de fêter. Est-ce que quelqu'un a envie de partager, même si c'est pas forcément une Céline joyeuse et enthousiaste, si c'est des sujets aussi qui parfois voilà, vous mettent en difficulté ou sont des défis ou, enfin voilà, c'est ok aussi. Allez, ben moi, Lorraine, je veux bien me prêter au jeu. Allez. Charlotte. Moi, le numéro 4 il me fait bien marrer. Parce que, je sais pas, mais plus peut-être pour le côté, enfin, au-delà du fait que je trouve que c'est nécessaire, etc. Mais j'aime bien sa coiffure avec les cheveux un peu qui partent en pétard dans tous les sens. Et moi, ça me fait un peu écho avec le fait qu'il y a plein de fils à tirer pour mettre en place une animation de réseau, voilà, que c'est assez complexe, en fait, finalement, comme sujet. Ouais, Et voilà, du coup, c'était un peu trop la bien, métaphore avec les cheveux en pétard. j'adore, Ça peut donner un peu du fil à retordre. carrément.
Allez, est-ce qu'il y a une dernière personne qui veut se lancer, puis après on pourra enchaîner? Moi, je veux bien. Ben, je pensais aussi au numéro 3. Voilà. Je Ouais, trouve très optimiste et ben, il y a besoin d'énergie pour bouger les bénévoles parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, quoi, hein, dans Mm, carrément. l'optique mm. qu'on a aujourd'hui. Voilà. Carrément. Merci beaucoup. Et ben merci à tous d'avoir et toutes d'avoir joué le jeu. Je vous enverrai, j'ai découvert il y a pas longtemps donc une illustratrice sur LinkedIn qui fait que des montages comme ça, avec plein de sujets différents. Il n'y a pas que Céline Dion, il y a Louis de Funès, Jim Carrey, mais aussi La Forêt. Enfin voilà. Et ben en tout cas déjà premier petit tips d'animation. Parfois si vous faites des animations en ligne, ça permet aussi de partager un peu sur comment on se sent. Là je vous ai demandé par rapport à ce sujet-là, mais ça peut être sur comment les gens se sentent juste dans la journée, quoi. Voilà, moi je trouvais ça intéressant. Alors, outre la blague de Céline Dion, parce qu'en fait, il y a quand même plein d'humeur sur cette image. Et en fait, l'animation de communauté bénévole, on peut un matin être la 4, un après-midi être la 11, Mm. le lendemain être la 1 en priant que quelque chose qu'on a essayé de mettre en place fonctionne. Enfin voilà, l'animation de communauté bénévole, c'est toutes ces facettes-là, parce que c'est pas toujours facile, comme tu le disais, Xavier. Et on va essayer de voir ce qui fait que parfois ça fonctionne et parfois ce qui pêche. Donc si ça vous va, ce qu'on peut peut-être faire aussi un petit peu là, c'est de partager un tout petit peu autour des défis que vous pouvez rencontrer. Je vais couper mon écran parce que là j'ai plus de Céline Dion à montrer. Voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui est un peu votre un caillou dans votre chaussure sur ces enjeux d'animation de communauté bénévole? Moi, je veux bien prendre la Vas-y parole. Thomas. Euh, c'est plutôt rechercher des personnes qui éventuellement seraient prêtes à prendre des responsabilités, carrément. Ok. Voilà. Donc, par exemple, dans l'association, c'est dans le bureau, bah, des fonctions qui peuvent être parfois un peu lourdes, enfin, tout ce qui peut être autour de la comptabilité ou autre, enfin, des choses pas toujours agréables pour certaines personnes. Mm, Trouver des compétences liées à ce genre de besoins. ok. Merci. Je veux bien Alors, comme continuer. Thomas. Ah, vas-y, je t'en prie. Pardon. Là, je T'en vais bien prie. continuer. Moi, de mon côté, il y a un frein numérique. Ok. Voilà. Enfin, je le, je le perçois et du coup, eh ben, il faut combiner avec voilà, les quelques personnes qui peuvent gérer un petit peu d'outils numériques facilitants. Et, et d'ailleurs, pas toujours, enfin, pas connaisseuse de tout non plus. Et puis, des personnes plutôt en difficulté et pourtant très motivées, etc. Donc voilà, là, on est dans la recherche d'outils numériques, par exemple, facilitants, intuitifs, ergonomiques et compagnie. Voilà, je suis preneuse de tout. Ok, on parlera un petit peu de Merci. ça tout à l'heure et vous pourrez donner un Mm. petit peu vos bonnes pratiques. Alors, Ah moi, oui, il y a un gros. Enfin, il y a ouais, le frein principal qui est lié à mon contexte. On vient juste d'emménager, en fait, il y a 6 mois. Et ok, donc, le frein principal, c'est de lancer une dynamique et finalement de se lancer à l'eau, quoi. C'est-à-dire qu'on a tous signé, on était tous d'accord pour de l'habitat participatif. Et donc, on s'est tous concentrés sur nos propres logements de manière plus auto-centrée. Et donc, du coup, c'est plus le démarrage et un peu lancer les choses. Voilà, c'est le premier gros frein. Enfin, voilà. Et puis, peut-être aussi, bah, nous, dans nos vies parisiennes, un petit manque de temps aussi, qui peut être. ok, Mm, ok. Merci voilà. beaucoup, Stéphanie. Mm. Il y a une dernière. Mm. Oui, Ouais, moi je dirais, nous c'est peut-être un peu l'irrégularité, c'est-à-dire que ne pas savoir, tiens, qu'est-ce qui fait que là, il y a plein de bénévoles qui se mobilisent et ça marche, et puis il y a d'autres trucs, ben, il y a personne. Voilà, donc, et d'arriver à analyser ça, c'est pas évident, quoi. hmm, ok, ok, C'est merci. aussi la diversité Ouais, des des membres. situations, des Ouais, parcours, des avancements, Ouais, qui fait que bien sûr. pas évident de réussir à répondre à toutes les motivations au même moment. hmm, D'ailleurs, c'est pas possible. ouais, ok.
Très intéressant. Merci beaucoup. On va essayer de traiter différents sujets. On pourra peut-être pas répondre à tout, mais j'espère que ça vous donnera quelques billes. Alors, je repartage mon écran. On va commencer un petit peu avec le premier pilier qui est celui de l'organisation et de la gouvernance. Donc un peu la fondation, les fondations en fait de son collectif. Je commence par un gros sujet et j'avais envie de vous partager, notamment je rebondis un petit peu sur ce que tu partageais Stéphanie, sur voilà, le fait de se mettre en mouvement, de lancer le mouvement. Oui. Et je voulais vous partager une petite vidéo, une vidéo qui est assez connue dans le monde du community organizing, qui est toute bête, mais on va regarder ensemble et on va essayer d'en tirer des apprentissages par rapport à comment est-ce qu'on se met en mouvement et comment est-ce qu'on crée une dynamique collective. Alors, ça secoue un peu, mais ça dure pas longtemps, vous allez voir. Donc, c'est une vidéo autour d'une personne qui est là, qui, vous voyez, est en train de danser tout seul dans un parc à Berlin, je crois, je sais plus où c'est. Donc, vous le voyez, il est là en train de faire son truc, il danse, il a l'air de s'amuser, mais tout le monde est assis en train de le regarder danser. Et là, tout à coup, il y a une autre personne qui arrive et qui commence à danser avec lui. Il se check, voilà. Et ils continuent un petit peu à danser et à faire leur sauce, quoi. Ils ont l'air de bien s'amuser, mais là, tout le monde est encore assis dans le parc et les regarde faire leur truc. Voilà, ils font des roulades, c'est sympa, ils ont l'air de bien s'amuser. Ça continue, mais vous voyez tout ce public qui les regarde un petit peu de loin, probablement avec un petit peu de jugement, on ne sait pas trop ce qui se passe dans leur tête, ou un peu d'amusement en tout cas. Et ça continue, ça danse, ça danse. Et là, une troisième personne qui arrive, qui continue, enfin qui commence à danser avec eux. Euh, voilà, mais toujours ces gens qui sont assis, qui les regardent, qui se baladent un petit peu dans le parc, qui retournent s'asseoir, etc. Et puis, bah, ce qui se passe à un moment dans la vidéo, c'est que bah, on a deux autres personnes qui arrivent, deux autres, quatre autres, de plusieurs endroits du parc, bizarrement, voilà, qui se lèvent, qui commencent à rejoindre en courant. Et puis, tous les gens qui étaient devant et qui au début étaient juste assis à regarder avec probablement un petit peu de jugement, qui commencent à se lever. Et puis là, des gens qui accourent de tout le parc pour venir danser avec ce qui était à la base une personne. Voilà, vous en doutez à la fin de cette vidéo, tout le parc est debout, mais je vais arrêter parce que c'est pas forcément très bien filmé. À votre avis, à partir de cette petite vidéo qui est assez simple, quels sont les apprentissages qu'on peut tirer sur comment est-ce qu'on lance un mouvement? Je vous laisse la parole, allez-y. Une première andouille qui accepte de passer pour un ridicule. Une première andouille. Alors ça, c'est bien, on l'avait jamais sorti comme ça, mais carrément. Effectivement, une première personne qui est là et qui ose, qui Un se peu lève, qui d'audace, y va. ouais, Ouais, l'audace. voilà, l'audace, exactement, carrément. Et qui est là et qui fait son truc et qui y va à fond, mais en jouant le jeu, quoi, jusqu'au bout. Je dirais la conviction, Ouais, tu peux développer un peu, Geneviève? la conviction de départ, se sentir bien. Là, bon, dans cet exemple, une personne qui, voilà, a envie d'être heureuse, de danser, elle y Ouais, croit et ça lui est égal, ce qui se passe autour, mais à la fois qui a peut-être aussi un peu envie d'entraîner, mais peut-être pas forcément. Mais le fait d'être convaincu, d'être bien dans ce qu'il fait et pleinement investi dedans, fait que ça peut donner envie. carrément, carrément. Merci, Geneviève. D'autres leçons? Donc là, on a une personne qui est importante, qui est cette première figure du dancing guy, comme on l'appelle. Est-ce que vous voyez d'autres figures importantes dans cette vidéo? Bah, le deuxième. Hmm. Ouais, carrément. Ouais, ouais, Et c'est vrai. voilà, le deuxième, on l'appelle le first follower. Donc c'est le premier suiveur, la première personne qui va suivre celui qui a osé se lever, commencer à danser tout seul. Et en fait, le first follower, ce premier suiveur, il est aussi important que la première personne qui danse parce que c'est généralement cette personne-là qui va faire vraiment tomber les freins pour que les autres se lèvent.
Et donc, du coup, l'importance d'avoir quelqu'un aussi qui est là, un allié, en fait, dans sa bataille, en tout cas pour lancer le mouvement. Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs. Mais moi, quand j'animais mon réseau de bénévoles chez Make Sense, j'avais un allié qui s'appelait Pascal. Et c'était le bénévole qui était toujours là, toujours partant. Il répondait souvent, il était là aux apéros, etc. Et donc, moi, un peu dans mes techniques d'animation, souvent, quand je proposais quelque chose à la communauté, j'écrivais un petit message à Pascal pour lui dire, est-ce que tu peux répondre et dire que tu vas être là à l'apéro? Ou répondre avec une idée ou une chose comme ça. Et c'était un peu un moyen de lancer la danse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, cette importance du first follower, carrément. Est-ce que vous voyez d'autres petites leçons par rapport à cette vidéo? Bah, Ouais, Charlotte, je sais pas si en termes de posture et de rôle sur je dirais le troisième qui arrive, peut-être, et même les quatrième, cinquième, moi j'y voyais un peu un rôle de soutien, carrément. un peu d'appui quoi, en mode allez, on les laisse pas tout seuls. Ouais, Enfin, voilà, vraiment j'ai senti ce truc de soutien. ouais, carrément. Très, très intéressant, ouais. D'autres choses qui vous viennent? On est vraiment en groupe à partir de 3. Ouais, c'est exactement ça, Emmanuel, carrément. Ouais. Ouais, il y avait Bah, vous avez... le Oui, fait tout simplement aussi de montrer l'exemple aussi. carrément. Mais montrer les angles sans être parfait, parce que si ce Ah mec oui. avait été un danseur étoile, c'est peu probable que tout le parc Mm. se lève pour le rejoindre. Et donc, du coup, je pense que dans cette posture d'animation de communauté, il y a l'enjeu de se dire, c'est pas grave si c'est pas parfait. Et au contraire, moi, je pense que c'est justement bien parce que ça laisse l'espace aux autres pour rejoindre le collectif et trouver leur place. Et prendre une petite place qui fait qu'ils sentent qu'ils contribuent au collectif, au-delà d'être juste des exécutants, entre guillemets, de quelque chose qu'ils n'ont pas forcément choisi. Voilà. Donc voilà, quelques petites leçons par rapport à tout ça. Bah, cette importance d'y aller, d'oser, d'être résilient aussi, parce qu'il danse quand même longtemps tout seul avant qu'il y ait des gens qui le rejoignent, hein. Voilà, parfois là, ça prend du temps à faire grandir un collectif. Il faut être patient. Et l'importance d'avoir ses premiers suiveurs pour que bah, tout un groupe soit entraîné dans une dynamique positive. Euh, ben, on a essayé quand je travaillais chez Make Sense, de traduire ça en étapes concrètement de développement de collectif. Et je pense que ça peut faire écho parfois à des situations que vous rencontrez. C'est vrai que parfois, quand on lance un collectif, on est un peu tout seul et on va venir aller chercher des personnes qui sont intéressées, par exemple, par cette notion d'habitat participatif, pour, pourquoi pas, monter un habitat participatif ensemble. Donc souvent, quand on est la personne qui lance le mouvement, on est ce petit bonhomme bleu, vous voyez au début, et on va embarquer et tisser des liens forts avec plein de personnes qui sont intéressées par le sujet. Dans cette étape, il y a une sous-étape qui est ensuite de réunir ces personnes-là, de les mettre au même endroit. Donc ça peut être dans un événement, dans une boucle WhatsApp, enfin voilà, mais en tout cas, réunir ces personnes-là, rassembler et présenter un petit peu peut-être des enjeux de, voilà, où est-ce qu'on a envie d'aller ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, nous qui sommes intéressés par toutes ces choses-là en commun. Ça peut être le moment où bah, le petit bonhomme bleu qui est au centre va être la personne qui définit un peu la vision, définit le cadre de fonctionnement, parce que c'est elle qui impulse un mouvement. Euh, et donc, du coup, qui va insuffler un petit peu tout ça. L'étape 2, ça va être bah, progressivement d'essayer de se retirer du centre du cercle parce que les connexions auront été favorisées avec les gens et qu'il y aura des premiers tests d'activité qui seront pas toutes, pardon, opérés par la personne qui a lancé l'activité forcément. Et donc, c'est cet enjeu de test, d'expérimentation. On va essayer des choses ensemble et on va voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Et à partir de ça, on peut passer peut-être à l'étape 3, qui est celle de faire grandir le collectif et de structurer parfois avec bah là plus de structuration du collectif, par exemple ça peut être structurer un parcours d'accueil, des kits d'action par rapport aux activités qui ont été testées et qui fonctionnent, des questionnaires aux membres, etc. Quelqu'un parlait tout à l'heure du fait qu'on ne sait pas forcément toujours ce qui marche, enfin pourquoi les choses marchent et pourquoi les choses marchent pas. Et donc du coup ça peut être les moments aussi de voilà faire des petites réunions, des choses comme ça pour comprendre de quoi les gens ont besoin, qu'est-ce qu'ils apprécient, de quoi ils auraient envie, qu'est-ce qui leur manque dans le collectif, où finalement il va plus y avoir qu'une seule personne qui gère, mais plein de personnes qui ensemble vont gérer le collectif. Voilà, donc dans tout ça, il faut se dire qu'en fait, bah, l'organisation, la gouvernance, c'est vraiment comment est-ce qu'on s'organise et qu'on prend des décisions tous et toutes ensemble. Elle va forcément évoluer en fonction de si on est au début
au lancement, par exemple, de votre habitat participatif ou de la notion d'habitat participatif autour de vous, ou si elle est assez ancrée, que vous avez des collectifs qui sont là depuis longtemps dans la durée. Et donc, du coup, que ces enjeux de gouvernance, il faut se dire qu'il n'y a pas de gouvernance qui est clé en main et qui fonctionnerait partout. Voilà, j'imagine qu'il y a une diversité de manières de s'organiser rien que dans cette visio, dans les collectifs que vous représentez. Et que c'est un peu à chaque structure aussi d'imaginer un petit peu une gouvernance à la hauteur de ses moyens. Et donc, quand je dis moyens, je ne parle pas que de moyens financiers, mais de moyens de temps, de temps que les gens peuvent investir dans la gouvernance et dans le fait de prendre des décisions. Et accepter que bah, les enjeux de gouvernance, ils s'expérimentent, ils s'ajustent et ils évoluent avec votre niveau de maturité et surtout avec les personnes qui vous rejoignent. Donc, je vous partage quelques petites bonnes pratiques voilà, que moi j'ai entendues par-ci par-là avec enfin, voilà, des collectifs qu'on a pu accompagner et que j'ai pu accompagner. Et je vous laisse un petit peu la parole pour que vous puissiez peut-être partager des petites choses que vous avez testées aussi, vous, dans vos manières de s'organiser et de prendre des décisions dans le collectif. Euh, je garde toujours en tête une communauté, enfin une asso qu'on avait accompagnée qui s'appelle les Relais Amicaux. C'est comme des clubs seniors, voilà, pour au moment du passage à la retraite, pouvoir proposer des activités aux personnes et qui sont gérées entièrement par des bénévoles et qui avaient un fonctionnement qui était très vertical et hiérarchique avec, enfin hiérarchique, enfin en tout cas vertical, avec bah, la structure classique, hein, président, trésorier, secrétaire, etc. Et en fait, pour certains qui avaient vraiment cette vision pyramidale des choses, et on avait échangé avec plein de relais, il y avait plein de relais, enfin il y a plein de relais dans toute la France, et notamment celui d'Annecy. Ça nous a beaucoup marqué avec ma collègue à l'époque, qui était sur un mode beaucoup plus partagé et organisé, et qui avait créé tout un tas de commissions. Bon, ils étaient assez nombreux, hein, mais qui résumaient un petit peu les différents enjeux sur lesquels ils avaient besoin de passer du temps pour faire en sorte que le collectif grandisse. Donc le CA était au centre, c'était pas un président qui était au centre, mais c'était vraiment un groupe, un collectif qui était au centre et qui se retrouvait à échéances régulières avec des réunions une fois tous les mois ou tous les mois et demi, je sais plus. Euh, et, euh, et ces commissions qui étaient composées de bénévoles qui avaient envie de donner du temps dans le collectif et étaient des gens qui avaient été identifiés comme étant des personnes qui avaient envie de voilà, travailler par exemple sur la question des voyages dans les relais, etc. Et d'autres qui avaient plutôt cette appétence de, OK, on a envie de faire un peu de l'animation de communauté, de s'occuper des nouveaux bénévoles, de suivre, d'autres de faire de la compta, etc. En fait, ils avaient un peu fait cette matrice de qu'est-ce que les personnes aiment faire et quelles sont les compétences qu'ils ont envie de mettre à profit pour le collectif. Et donc, quelqu'un tout à l'heure parlait désolée, j'ai oublié un peu déjà les prénoms, mais voilà, je retiens aussi ce que vous dites, voilà, de trouver des personnes qui parfois prennent des tâches que nous, on peut voir comme ingrates. Enfin, ingrates, je sais pas, mais en tout cas, pas dans nos forces, pas dans ce qui nous donne de l'énergie. Faut se dire que pour d'autres personnes, bah, en fait, c'est aussi des tâches qui les intéressent parce que c'est dans leur force, parce qu'ils ont l'habitude de faire ça ou parce que bah, c'est leur moyen de contribuer au collectif. Et donc, du coup, c'était un autre moyen, voilà, de s'organiser par rapport à quelque chose d'assez vertical. Excuse-moi, tu peux revenir sur la slide. Oui, Donc, dans cet exemple que tu cites là, oui, cette organisation moins pyramidale, enfin qui est plus collective et horizontale, divisée comme ça en commissions selon les goûts, les couleurs et les forces de chacun. Du coup, elle avait été annoncée. Je veux dire, quand elle a été mise en place, comment tu as amené le truc? Enfin, comment le truc a été amené par le groupe? ouais, alors je vais pas répondre pour eux parce que c'est une très bonne question et j'ai pas forcément la réponse parce que je les ai accompagnés mais on n'a pas abordé ce sujet-là. Mais en fait, je crois que dans mes souvenirs, ils avaient fait un peu une réunion avec les bénévoles les plus motivés, ceux qui étaient là souvent, etc., pour essayer Mhm. de faire ressortir un peu euh, les défis de l'organisation collective. C'est quoi les choses, les cailloux dans la chaussure, les choses qui pêchent? Et les bénévoles, alors, certains bénévoles avaient fait remonter qu'ils n'avaient pas forcément envie de prendre le rôle de président, parce qu'en fait, c'était trop lourd pour eux. Mais ils avaient envie de s'investir pour faire grandir le collectif sur une thématique en spécifique. Et donc, ils se sont dit, on va essayer de mettre en place, bah, du coup, des Mhm. commissions pour permettre aux gens de pouvoir s'investir sur un sujet sans forcément prendre un rôle de président, parce que voilà, c'est aussi parfois ce rôle de président qui peut faire peur, parce qu'on se dit que ça va nous prendre beaucoup de temps. Et donc, ils ont expérimenté, ils ont annoncé ça, je crois, en CA. Euh,
en se disant, bah, c'est une décision qui est votée par le CA de lancer des commissions. Et c'était un peu un test pendant un an de tester 3 commissions. Et ça a fonctionné. Ils ont fait un bilan tous ensemble l'année d'après. Et du coup, ils se sont dit, on continue sur cette mécanique-là. Je n'ai pas parlé au relais d'Annecy depuis 2 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être que la commission facilitage, elle n'existe plus et qu'il y en a une nouvelle qui s'est créée. Et ce qui se disait, c'était que les commissions, elles étaient délimitées dans le temps. C'est-à-dire, on travaille sur ces sujets-là pendant 6 mois ou Mm. un an. Et si on se dit qu'il faut continuer, parce que par exemple, la commission suivi des adhérents, elle aura peut-être toujours besoin d'exister, puisqu'il y aura toujours des nouveaux adhérents, hein, et des gens qu'il faut accompagner, et bien peut-être qu'il y a d'autres commissions, pardon, qui vont, j'allais dire mourir, s'arrêter. Mais voilà. Ok. Benoît, toi, tu nous dis, nous sommes sur cette thématique en binôme. Tu veux parler un petit peu plus de comment ça se passe chez vous? Oui, donc nous, on a mis ça en place dès le début de la création de l'association, pour la bonne et Mhm. simple raison qu'on ne voulait pas avoir vraiment un président, un Ouais, secrétaire. Le système, en fin de compte, pyramidal, là, nous, ça ne nous convenait Mhm. pas du tout. Et nous, ce qu'on fonctionne, c'est que quand on a un rendez-vous, quand on a une réunion, on rencontre des partenaires ou différentes personnes, on y va toujours en binôme. super. Ouais. Voilà. Et ce qui fait que ça nous permet d'être à deux, de pouvoir retranscrire. Et vraiment, bah, je dirais, en plus, on se rencontre avant pour préparer en fin de compte notre rencontre, pour pouvoir vraiment être sur la même thématique et sur la même, je veux dire, les mêmes données. Et ça fonctionne vraiment très, très bien. Super. Merci Benoît. Ouais, cette notion de binomage, elle est de plus en plus présente, je trouve, dans les réseaux que j'accompagne. Il y a beaucoup aussi cette notion de coprésident ou de coprésidente, des gens qui prennent ce mandat à deux parce que parfois ça fait un peu peur d'être tout seul. Et ça attire du coup que des profils qui ont l'habitude d'être présidents et du coup qui parfois prennent de la place, etc. Donc voilà, c'est intéressant aussi voilà, à ce niveau. Je partage un autre exemple d'une bonne pratique que j'ai entendue il y a 2 semaines. Je ne sais pas si vous connaissez Voisins Malins, mais c'est une super association qui fait plein de belles choses dans les quartiers pour essayer de recréer du lien dans les quartiers vraiment. Et donc, il y a des voisins qui vont toquer aux portes pour parler un petit peu des enjeux parfois d'accès aux droits, pour demander si les gens ont besoin de quelque chose, de quelqu'un qui les aide à faire leurs courses, etc. C'est à la fois voilà, sur des enjeux de santé, de démocratie, d'accès aux soins, etc. ou de lutte contre l'isolement des seniors. Et ils nous partageaient pendant une soirée où ils parlaient de leur gouvernance qu'ils avaient mis au point une matrice de décision. Alors, comme ça peut paraître un petit peu complexe, etc. Mais en tout cas, c'était de réfléchir à comment les décisions sont prises au sein du collectif, en listant, comme vous voyez ici, différentes méthodes de prise de décision, en les explicitant. Et ce que j'avais trouvé très intéressant, c'était comment est-ce qu'on choisit la méthode pour prendre une décision à un moment donné. Et que en fait, du coup, eux, les critères qu'ils avaient choisis, c'était le niveau d'urgence. Est-ce qu'on doit prendre une décision ce soir? Et donc, du coup, bah, en fait, on va faire un vote à main levée et on aura une réponse tout de suite. Le niveau d'impact, le niveau d'expertise qui est requis dans le groupe et la taille du groupe, etc. Je ne rentre pas exactement complètement dans le détail de cette matrice parce que c'est juste un exemple, mais en tout cas, c'est pour aussi vous inciter à réfléchir sur parfois ce qui pêche je trouve, dans l'organisation des collectifs, pour avoir fait partie de plein de collectifs, c'est la prise de décision qui parfois est lente et lourde, etc. Et parfois, on s'oblige à faire de la co-construction alors que, bah, en fait, les gens pourraient accepter aussi que peut-être c'est 3 personnes qui vont prendre une décision pour le collectif et que c'est OK. Mais en tout cas, de faire cet effort aussi de travailler quelle méthode de prise de décision on peut utiliser à quel moment du collectif pour que ça avance. Voilà, donc voilà 2, 3 bonnes pratiques que j'ai glanées ici et là sur la gouvernance et que je trouvais intéressant de partager. Est-ce qu'il y a voilà, des questions, des réactions, des choses que vous voulez partager un petit peu sur ces enjeux de gouvernance? Est-ce qu'on aura le diaporama à la fin? Oui, bien sûr, bien Ok, sûr. merci. Ok, bah écoutez, on avance de toute façon. S'il y a des choses qui vous viennent, n'hésitez pas à prendre la parole, hein. Comme Stéphanie, il n'y a pas de souci. J'aime bien quand c'est spontané aussi et que vous pouvez réagir. Donc là, on a parlé de cette première fondation, enfin de cette fondation qui est l'organisation du collectif. Un deuxième pilier qui est important dans l'animation de communauté, c'est de penser la notion de parcours, d'engagement au sein de vos réseaux. Pourquoi est-ce que c'est important de penser en termes de parcours? C'est parce que, bah, en fait, si les gens ont envie de vous rejoindre et se disent, OK, vas-y, j'ai envie d'investir du temps et de l'énergie dans ce collectif-là,
mais qu'en fait, c'est jamais clair ce qu'ils peuvent faire au sein du collectif, comment est-ce qu'ils peuvent le faire, à quelle temporalité, etc. Le risque, c'est déjà qu'ils s'engagent pas, ou qu'ils s'engagent et puis qu'ils disparaissent, ou qu'ils se surengagent et qu'ils donnent énormément de temps au collectif, quitte à se cramer parfois. Une fois, j'accompagnais l'équipe d'Action contre la faim d'engagement, enfin l'équipe engagement d'Action contre la faim, et je parlais à des bénévoles du coup pour comprendre ce qui fonctionnait ou pas dans le réseau. Et une bénévole m'a dit, bah, moi quand je suis arrivée, on m'a dit, tu peux monter un projet de A à Z si tu veux. Et ça m'a fait complètement flipper et du coup, j'ai rien fait. Et donc, ça m'a beaucoup marqué cette phrase-là qui est toute simple, hein, mais du coup, l'idée d'un parcours d'engagement, c'est de se dire que bah, parfois les gens, ils ont besoin d'un cadre et surtout, ils ont besoin parfois d'y aller petit à petit, de commencer à s'engager sur une action simple et de monter les marches progressivement de l'engagement, peut-être pour prendre des responsabilités. Mais au fur et à mesure, une fois qu'ils se seront voilà, plus dans le collectif, qu'ils auront compris l'ADN et qu'ils auront envie de s'investir progressivement. L'idée de penser au parcours des membres, c'est aussi que ça permet parfois de se décentrer de sa posture d'animation du collectif et de penser aux membres. Et donc aux membres qui vous rejoignent, aux bénévoles eux-mêmes et à leurs besoins. Je sais que vous avez plein d'enjeux et en tant que voilà un peu dans cette posture d'animation, de coordination du réseau, mais c'est pour mettre un peu à l'équilibre les besoins du collectif, vos besoins et ce que les gens ont envie de faire et de trouver cet équilibre-là. Et puis, bah, en fait, penser parcours, c'est déjà aussi une forme de valorisation. Quand on rentre dans un collectif et qu'on voit qu'on crée des parcours pour nous, qu'on s'attache à comprendre et à porter de l'attention à pourquoi est-ce qu'on est là et à comment nous faire passer à l'action, c'est déjà une forme de valorisation. Les gens se sentent reconnus, entendus et valorisés et ça fidélise aussi dans les parcours. Ce que je veux vous faire comprendre là-dedans, parce que tout à l'heure j'ai dit monter les marges de l'engagement, et c'est un terme que j'emploie beaucoup, mais que j'aime pas forcément en fait, parce que ça peut faire croire que en fait devenir président c'est le Graal et c'est la place que tout le monde devrait avoir envie de prendre, etc. Alors que comme on le disait tout à l'heure, en fait, il y a plein de personnes qui n'ont pas envie de prendre des énormes responsabilités dans le collectif, mais qui ont quand même une contribution qui est importante et nécessaire. Et donc, du coup, c'est pas forcément toujours amené à monter, à prendre plus, même s'il y a besoin de relais, mais c'est de permettre à chacun de trouver sa juste place et de naviguer entre différents îlots d'engagement à certains moments en fonction de leur contexte à eux et des besoins de vos réseaux et de vos collectifs. Voilà, donc deux petites slides encore par rapport à ce sujet des parcours. Je voulais parler de l'importance de soigner l'accueil. Alors, j'ai trouvé une photo sur Getty Images, qui est un truc qui date et que j'utilisais quand j'étais plus ado, mais en tout cas, qui, je trouve, illustrait pas mal cette notion de l'importance de soigner l'accueil. En fait, si on se retrouve, je sais pas, par exemple, que vous allez à un événement et que vous arrivez, que vous vous retrouvez devant une grande porte qui est complètement fermée, c'est peu probable que vous ayez très envie d'aller ouvrir la porte parce qu'on ne sait pas trop ce qui se cache derrière, parce qu'il n'y a personne qui est là pour nous accueillir et nous sourire et nous ouvrir la porte. Et donc, bien se rappeler que bah, on n'a qu'une seule chance de faire une première impression et donc que c'est important de soigner l'accueil. C'est ça qui va donner le ton de l'engagement au sein de vos collectifs et que donc c'est un premier levier de mobilisation aussi. Quelques bonnes pratiques par rapport à ça, c'est si le temps vous le permet, en tout cas, c'est de s'intéresser réellement à la personne, à pourquoi est-ce qu'elle a rejoint le collectif. Est-ce que c'était plutôt pour rencontrer d'autres personnes, pour en apprendre plus sur la notion d'habitat participatif, pour se sentir vraiment utile et donc bah là, on va peut-être la renvoyer directement vers une action. Voilà, de comprendre un peu ce qui fait que la personne vous rejoint et de nourrir ça, comme on le disait pendant la première visio, tout au long du parcours. Dans cet accueil, c'est important de poser des valeurs pour fixer un cadre, de dire, bah voilà, chez nous, ce qui est important, c'est la proactivité, c'est la bienveillance, c'est la joie de faire ensemble. Voilà, toutes ces valeurs qui vont vous permettre de donner le ton de ce qui se passe au sein du réseau et qui vont vous permettre de recadrer peut-être au moment où les choses se passent pas forcément comme prévu, ou bah, quelqu'un sort du cadre, peut-être par exemple voilà, et pas forcément aligné avec les valeurs de bienveillance. Enfin voilà, et vous permettre, et va mettre peut-être une mauvaise ambiance dans le collectif. Bah, en fait, si vous avez posé le cadre un peu d'interaction entre les personnes et le cadre du réseau,
ça va vous permettre un petit peu de pouvoir recadrer et avoir des conversations sincères et honnêtes avec les personnes pour envisager soit une sortie du collectif parce que la personne ne respecte pas les valeurs, soit réorienter voilà, vers les valeurs que vous avez choisies ensemble. Dans l'accueil, c'est aussi important de rendre visible la raison d'être et le fonctionnement du collectif. Donc, un peu les sujets dont on parlait tout à l'heure. Bah voilà, dans ce collectif, ça se passe comme ça. Euh, voilà comment on prend des décisions. Et voilà pourquoi est-ce qu'on fait tout ce qu'on fait avec la raison d'être. Pour que les personnes soient rattachées rapidement à pourquoi est-ce qu'ils agissent, à quoi ça sert en fait qu'ils agissent, et qu'ils soient au clair sur le collectif qu'ils rejoignent et comment ça fonctionne. Et enfin, ce qui est important, je pense, dans l'accueil, c'est de rapidement rencontrer d'autres membres du collectif, de se dire, voilà, qu'est-ce que je rejoins et de rencontrer d'autres pairs, PAIR, S d'ailleurs, et du coup pour se dire, bah voilà, je rencontre d'autres personnes, je suis pas tout seul au sein de ce collectif, je suis pas tout seul à avoir eu envie de le rejoindre en tout cas, et je m'identifie, peut-être je peux voir ce que d'autres personnes font au sein du collectif et ce que je pourrais faire moi en rejoignant ce collectif-là. Voilà. Et dernière slide, c'est peut-être celle autour de voilà, comment est-ce qu'on structure un parcours d'engagement dans le temps. Donc tout à l'heure, on parlait un petit peu de l'importance d'avoir voilà, peut-être différents profils qui rejoignent et du coup qui arrivent avec différentes connaissances, expertises, envies. Et donc l'idée de réfléchir, si vous avez le temps toujours, hein, bien sûr, mais à une diversité de missions qui sont possibles pour correspondre à différentes envies et disponibilités. L'important, c'est un peu de les rendre lisibles, que les gens comprennent ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'ils peuvent faire au sein du collectif et comment le faire. Et d'accompagner à l'action, ça peut être avec des kits d'activité, avec de la formation ou avec juste du soutien. Et là, je vous renvoie un petit peu à cette image que vous voyez sur le côté. Souvent, les gens ont besoin d'être rassurés dans le passage à l'action. Et quelque chose qu'on faisait pas mal quand j'étais chez Maxen, c'était l'idée de dire, bah, parfois c'était moi qui faisais, par exemple, organiser l'apéro des bénévoles. C'était moi qui le faisais la première fois. La deuxième fois, je demandais à Pascal, par exemple, est-ce que tu veux bien le co-animer avec moi, le co-organiser avec moi? Et la troisième fois, j'étais assez sereine pour laisser Pascal le faire tout seul, et lui aussi d'ailleurs, beaucoup, et plus important, lui était serein de le faire tout seul parce que il l'avait déjà fait une fois avec quelqu'un et que ça le rassurait, qu'il avait vu un petit peu les bonnes pratiques. Et c'est cette notion de faire, faire avec et de laisser faire, elle permet de faire monter en autonomie et en responsabilité doucement des personnes. Et là-dedans, c'est aussi comment est-ce qu'on propose des premières victoires un peu rapides, c'est-à-dire que les gens puissent sentir qu'ils contribuent rapidement à quelque chose qui est concret. Pour se dire, voilà, je sens mon utilité au sein du collectif. Et dernière chose, et après je vous laisse la parole pour réagir, c'est l'importance du soin dans les parcours d'engagement. Alors, on soigne souvent beaucoup l'accueil des bénévoles. Et puis après, pouf, il se passe parfois plus rien, entre guillemets, parce que on se dit, OK, la personne, elle est accueillie dans le collectif, elle va vivre sa vie, ça va être OK. Mais moi, j'insiste un peu sur cette importance aussi de faire des petits suivis. Comment ça se passe dans ton bénévolat? Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce que tu te plais dans tes missions? Est-ce que tu aurais envie de faire évoluer ça? Si oui, comment, etc. Et de l'importance de faire des petits check-in, entre guillemets, alors, soit individuel, soit collectif. Vous pouvez aussi faire ça en collectif pour prendre le pouls de la communauté. On va voir un petit peu sur les rituels juste après, pour permettre un petit peu d'accompagner les gens dans le temps et de favoriser leur engagement dans la durée. Voilà, j'ai pas mal parlé, j'ai dit plein de choses. Est-ce que là-dedans, il y a voilà, des choses qui font écho à des enjeux que vous avez ou peut-être à des pratiques que vous avez testées sur l'accueil et la structuration des parcours d'engagement? Non, mais c'est inspirant, merci. Merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ou des choses que vous avez testées qui n'ont pas marché d'ailleurs sur l'accueil des bénévoles, par exemple, dans vos réseaux? Alors, nous, dans notre cas, ce qu'on essaye de faire, enfin, pour moi, c'est pas un problème, mais c'est un problème pour les bénévoles, donc ça devient mon problème, c'est que on essaierait de favoriser l'intergroupe, et il y a des habitats participatifs qui ont toujours des référents présents à nos conseils d'administration, et il y en a qu'on voit pas souvent.
Et donc, notre but, ce serait que au moins tous les 3 mois, faire un CA où on voit tout le monde pour que tout le monde soit tenu au courant. Voilà, après, je sais pas. On se voit demain, justement, pour réfléchir sur ça. Hyper intéressant. Ok. Merci Alice. Moi, ce Est-ce que... que je Ouais. peux voir ouais, de mon côté, c'est qu'il y a des fois, il y a des collisions entre différents réseaux, différentes associations. C'est-à-dire que d'un côté, bah, il y a l'habitat participatif dans lequel on prend des responsabilités. Après, il peut y avoir justement le réseau juste un peu au-dessus qui va demander aussi du temps et des responsabilités. Et c'est de savoir comment Mhm. gérer justement bah, ces réseaux qui se télescopent, justement, parce que Ouais. on sollicite des personnes qui sont déjà bien occupées, impactées par leur habitat. Donc, si en plus on les sollicite pour aussi être partie prenante dans, on va dire, Mm. l'étage un peu au-dessus pour animer un peu plus localement, voire régionalement, bah là, ça devient un peu compliqué de trouver des énergies Oui, c'est Ouais. ça. dans ce cadre-là. Ouais. Moi, je suis l'échelon au-dessus, l'échelon départemental. Et oui, on essaye de favoriser la rencontre. On a organisé des grandes voisinades. Donc, Ouais. les personnes, tous les 3 mois, peuvent se voir. Et puis, c'est assez léger. C'est le soir pour que même les gens qui travaillent peuvent venir, tout ça, puissent venir. Mais il n'y a pas tout le monde. Ouais. Après, alors je comprends l'enjeu de faire venir les gens. Mais s'il n'y a pas tout le monde, parfois, il faut aussi se dire que c'est pas grave et que Non, les gens qui sont non. là, et que les gens qui sont là, bah, ils sont contents d'être là généralement et que ça favorise les échanges. On va Ouais. voir un petit peu après comment valoriser justement ces enjeux un petit peu de rencontres, etc. Mais en tout cas, c'est déjà intéressant d'avoir lancé ces initiatives-là de rencontres. Et oui, effectivement, Thomas, sur l'enjeu que tu partageais des gens qui ont déjà, eux, un enjeu d'animation, alors j'imagine parfois un petit peu à leur échelle aussi, à qui on demande d'autres couches d'animation, c'est toujours d'essayer de comprendre. Quel est l'intérêt pour eux, en fait, de Ouais. rejoindre ça et comment le rendre concret et visible. Et en fait, c'est s'ils participent une fois à une rencontre et qu'ils se rendent compte que ça les aide aussi à animer, par exemple, parfois localement, c'est là où parfois ça fait un petit peu des différences aussi sur, OK, on y va parce qu'on sent ce que ça nous apporte, quoi, entre guillemets. Ouais. Et voilà, je sais pas si vous avez d'autres bonnes pratiques sur voilà, comment faire venir les gens, en tout cas. De notre côté, oui, le fonctionnement en binôme, voilà, on le fait couramment. C'est vrai que c'est important et ça rejoint ce que tu disais sur le besoin d'être rassuré. Donc c'est quelque chose qui permet effectivement aux personnes de rentrer petit à petit et de prendre de l'autonomie, quoi. Mm. Hyper intéressant. Charlotte, tu voulais... Ouais. Non, non, j'allais juste te dire que il me semblait avoir vu une autre main se lever, mais je ne sais pas Ah, si j'ai rêvé ou pas. Ce qui est parfois compliqué, c'est de trouver des propositions d'action effectivement simples et des petites victoires. Donc, ce qui marche le mieux pour nous, c'est l'appel à témoignage. C'est de leur demander de ouais. venir témoigner. Et puis voilà, c'est une première contribution. Par contre, de là à faire qu'il y ait un parcours derrière, c'est pas forcément. Alors, c'est pas pour Un toutes peu de les actions, hein. manage. En Non, non, fait, bien sûr. il y a une autre difficulté, c'est que enfin, je veux pas forcément parler que des difficultés, mais Bah, c'est souvent des gens multi-engagés. ouais, Donc, ils ont plein d'autres engagements, carrément. pas que Ouais. à l'échelle, mais aussi sur plein d'autres sujets. Et donc, voilà, on se retrouve avec des gens qu'on peut mobiliser uniquement, finalement, de manière assez parcimonieuse. Ouais, carrément. Et voilà, mais pour qui, peut-être enfin, le fait de venir témoigner, c'est ce qui correspond à ce qu'ils peuvent donner en termes d'énergie, de temps, etc. Dispo. Alors, les kits d'action, c'est pas forcément pour toutes les choses. Après, bon, voilà, un appel à témoignage et le fait de témoigner, on peut toujours donner des conseils sur comment est-ce qu'on raconte son expérience, etc. Mais c'était plus parfois pour des autres types d'activités ou de parcours. Par exemple, organiser une rencontre interrégionale tous les 3 mois, ça peut être l'occasion de formaliser un petit peu, une checklist sur comment est-ce qu'on organise une rencontre, c'est quoi les déroulés, qu'est-ce qu'on peut solliciter comme aide autour de qui, comment est-ce qu'on fait la facilitation, des choses comme ça, et qui peuvent permettre de rassurer au fur et à mesure. Mais effectivement, c'est pas toujours pour toutes les types d'activités. Ok, merci. Comme on a ouvert le sujet des rencontres, je vous propose de passer à la partie des formats et des rituels au sein des communautés, là où la vie, elle se passe en fait.
avec donc cette partie-là, ce troisième pilier dont je voulais qu'on discute. Et du coup, on a commencé à en parler, mais je vous redonne un petit peu la parole avec cette question-là. C'est dans vos collectifs, comment est-ce qu'on se retrouve? Donc là, on a un petit peu parlé de premiers formats. Est-ce que vous en avez testé d'autres? Donc Alice, toi, tu nous as parlé des rencontres interrégionales. Ouais. C'est quoi, voilà, les différents formats qui font que les gens de vos réseaux se retrouvent et passent des moments ensemble? Je peux commencer. Vas-y, Xavier. On a donc ce qu'on appelle des ateliers une fois par mois qui sont ouverts à tous les adhérents et au-delà, voilà, sur un sujet qui est censé les intéresser. Et on a prévu aussi un atelier dont le thème, parce que c'est en général le thème c'est choisi par le conseil d'administration. Euh, et qui serait ouvert à voilà, aux bénévoles qui auraient envie d'aborder tel ou tel sujet qui n'aurait pas été justement proposé par le CA. Donc ça c'est un premier temps. Et il y a un deuxième temps. Enfin donc ça c'est une fois par mois. Sinon il Ok. y a donc les rencontres, il y a les portes ouvertes évidemment, et puis il y a les bourses au projet. Donc là, une ou deux fois par an, où tous ceux qui sont porteurs de projets ou qui sont déjà installés peuvent se rencontrer. Ok. Donc il y a ça, puis bon d'autres événements aussi. Alors peut-être rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait qu'il y a des personnes qui sont effectivement dans d'autres structures, mais ça permet aussi de faire des ponts et de d'ouvrir et d'aller rencontrer et Mm. de permettre de créer des synergies. Par exemple, on a rencontré une structure qui est sur les résolutions de conflits. Voilà, donc il y a sur tout ce qui est transition aussi, comme pas mal d'habitats sont concernés par toutes les questions d'environnement, écologie, on peut travailler avec d'autres structures aussi. Donc c'est aussi une ouverture, en fait. Mm. Alors, moi, je viens prendre la parole. Ouais. Euh, donc, je ne l'ai pas encore expérimenté, mais je suis sur le point de le lancer en discutant avec un habitat participatif voisin de Cachan, pour ne pas le citer. Ils ont mis en place un café Cosette tous les dimanches matins. Donc, c'est un rendez-vous. Ça s'appelle le café Cosette. Déjà, le nom, c'est super sympa. Et donc, un café Cosette pour discuter vraiment de tout et de rien. Et donc, en fait, ça génère quand même, ça permet de peut-être désamorcer des petits problèmes qu'il pourrait y avoir, voilà, de pouvoir se parler autrement que juste sur la coursive ou autrement que quand on est en plénière tous ensemble. Et donc, en fait, dans mon idée, j'aimerais bien le mettre en place chez nous, ici à la cabane. Et pourquoi pas de faire des cafés Cosette élargis avec justement l'habitat participatif voisin. Ils sont vraiment pas loin. Et donc, on va mettre ça en place. Donc, je pourrais en témoigner peut-être un peu plus tard. Mais voilà, je trouvais. Voilà. Puis sinon, on fait des fêtes quand il y a la fête de Noël, la fête Trop bien. d'Halloween, etc. Bon, on en est vraiment qu'aux prémices de la convivialité, voilà, de l'animation au sein de notre habitat. Mais voilà, je trouve une initiative sympa que je vais mettre en place, expérimenter. Trop bien. Trop intéressant. J'adore les cafés Cosette. Ça Mm. souligne un peu l'importance La euh, communication. comment? De la communication. De la communication, mais de l'informel aussi. C'est un peu ce que Et tu ouais, dis, des moments où en fait on est là, on prend plaisir à être ensemble et à échanger sans forcément faire quelque chose, témoigner, faire, enfin voilà. Mais cette importance de la convivialité, comme tu le sans ordre disais, du jour, quoi. exactement, sans ordre du jour, sans brise-glace. Mm, Euh, mm, je mm. crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait. Non? Est-ce que quelqu'un d'autre avait. Alice, non, bah non, t'as déjà Non, parlé. c'était Ouais. par rapport aux bourses au projet, ça m'intéressait. Ah, Donc, j'ai envoyé un petit message dans le chat pour ok, Xavier. parfait. Bah, je vous laisse prendre contact et comme ça, enfin, on vous laisse prendre contact et comme ça, vous pouvez échanger sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a un autre exemple d'événement de rituel que vous avez mis en place dans vos structures, Je peux dire, Oui. Geneviève, c'est
On a des rituels, par exemple, à Noël, on fait une fête de Noël avant que tout le monde se disperse pour les fêtes. On fait un temps où on joue. Là, cette année, on s'est fait des cadeaux. On avait tiré au sort, chacun faisait un cadeau à quelqu'un d'autre. Et ça pouvait être un adulte à un enfant à un adulte. Enfin, c'était tiré au sort. Ça a été très sympa. On fait toujours à Pâques, même si ça n'est pas lié du tout aux fêtes religieuses, hein, mais c'est plutôt ces moments festifs. Et donc là aussi, on mange tous ensemble, en général dans le jardin, parce que souvent il fait beau et que c'est une grande journée agréable. Donc ça, c'est des rituels qui sont un peu établis. Bien entendu, après, on a nos rencontres tous les mois plus formelles, mais on a des moments comme ça. Les week-ends jardins où on travaille ensemble, on fait des repas le soir après avoir bien travaillé. C'est toujours assez chaleureux. Bien, Bon, donc voilà. trop bien, j'adore. Merci. Merci beaucoup. C'est des exemples qui sont assez riches, voilà, qui peuvent paraître simples, entre guillemets, mais en fait qui rajoutent vraiment à l'expérience collective euh, et au fait de prendre plaisir à faire des choses ensemble. Je repartage mon écran. Hop. Donc, effectivement, il y a différents formats de rencontres. Vous en avez parlé vous-même. Les formats qui sont plutôt dédiés à l'externe et qui vont favoriser un peu la visibilité de vos réseaux, l'ouverture, le recrutement, comme bah, voilà, des stands ou des choses comme ça. Et les rituels et les activités un petit peu plus internes, donc ceux qui vont favoriser la cohésion, la cohésion deux fois d'ailleurs, le sentiment d'appartenance. Hop. Et comme on disait, hein, le plaisir de faire des choses ensemble. Et aussi, bah, ce que tu partageais avec Xavier tout à l'heure autour de votre réunion mensuelle, etc., où les bénévoles peuvent venir porter des sujets, c'est les rituels qui vont faire que le collectif avance, grandit, et que, on prend des décisions, comme on le disait un petit peu dans les enjeux de gouvernance tout à l'heure. Donc, différents formats de rencontres, de rituels dont je voulais vous parler, mais vous en avez franchement évoqué beaucoup, donc c'est juste pour parler de ça. Donc, il y a des grands événements collectifs récurrents. Alice, tu parlais des rencontres, voilà, peut-être parfois tous les 3 mois interrégionales. Nous, quand on était chez Make Sense, par exemple, on organisait tous les ans le festival des animateurs de communauté. On réunissait plein d'animateurs, animatrices de communauté de plein de structures différentes. Comme les vôtres, ou d'entreprises, ou des types d'associations différentes, etc. Et c'était le rendez-vous annuel pour que tout le monde se retrouve, échange sur ses défis, etc. Et donc les gens attendaient un peu cette rencontre annuelle. On l'avait lancée une première fois, on était 30, et la quatrième année, on était 150. Donc voilà, au fur et à mesure, ça s'inscrit comme un temps fort de rencontre que les gens attendent. Au début, on peut se dire, on est un peu hésitant à le lancer, on n'est pas forcément super nombreux. On teste des choses un peu autour de l'animation, de la facilitation. Et en fait, ça devient peu à peu un rituel au sein de la communauté. Les événements collectifs récurrents, vous en parliez aussi, c'est parfois voilà, de se reposer sur les temps forts de l'année, comme la Galette des Rois, Noël, etc., qui sont des bons prétextes, on va pas se mentir, pour réunir les gens, souvent autour de la bouffe. Mais voilà, faut pas se le cacher, hein, la bouffe c'est important, ça réunit, ça fédère dans toutes les cultures. Donc voilà. Euh, mais voilà, cette galette des rois qu'on organisait aussi, c'était toujours un moment assez joyeux, et c'est toujours des bons moments pour se réunir et pour profiter. Donc là, n'hésitez pas, par exemple, à manger des crêpes pour la chandeleur avec vos réseaux, mais voilà, pour se retrouver et passer des bons moments ensemble. Après, donc, on a tous les formats de rencontres, de connexion, de coordination dont on parlait tout à l'heure, qui sont voilà, des apéros, des temps de rencontre peut-être parfois un peu plus informels et conviviaux. Euh, et alors, bon, je voulais dire les formats de rencontre, mais aussi les rituels. Un rituel, ça peut aussi être quelque chose qui s'ancre dans la communauté et qui fait que, voilà, on se retrouve, on a des repères, et ça peut être parfois des techniques d'animation, de facilitation qui fait que on diffuse un petit peu une ADN dans ces événements-là. Donc, ça peut être un petit tour de météo en début de réunion, comment savoir un peu comment est-ce que ça va, de créer un peu des rituels, bah, par exemple si vous utilisez WhatsApp ou des choses comme ça, ok, bah, je sais pas, une fois par semaine, on va partager un petit peu une amélioration qu'on a eue dans notre habitat participatif, une petite chose qu'on a mis en place pour favoriser le fait que, je sais pas, l'habitat est clean, que les gens rangent, qu'ils prennent des responsabilités dans l'habitat, etc. Enfin,
Voilà, des petites choses comme ça autour de la technique d'animation et de facilitation. Et la dernière chose, c'est les espaces de célébration, de fête un petit peu, de ce qu'on disait tout à l'heure et quelqu'un mentionnait ça. Et le fait de célébrer aussi bah, tout ce qui se passe de bien, les petites, les grandes victoires dans vos collectifs. Et le fait de juste voilà, prendre du temps pour célébrer à la fois le collectif, mais aussi les gens qui le composent. Et je donne toujours cet exemple parce que ça fait beaucoup sourire, mais pendant ce festival d'animateurs de communauté, on avait lancé une cérémonie des Oscars. Alors, notre équipe à l'époque chez Make Sense, elle s'appelait La Sauce parce que les communautés, c'est à toutes les sauces. On s'était un peu marré dans le nom de tout ça, mais voilà. Donc, du coup, on avait décidé de remettre comme des prix aux communautés qu'on trouvait inspirantes, qui avaient fait des choses inspirantes où on s'est dit, ça peut aider les autres dans leur pratique. Et donc, du coup, on avait vraiment fait, c'était des faux prix, hein, c'était des cuillères en bois pour touiller un peu la sauce qu'on avait acheté à 2 euros chez Emmaüs. Mais comme ça, on avait fait une cérémonie de remise de cuillères en bois, donc à des gens qui animaient des collectifs. Et en fait, au début, on a tenté ça comme ça, et les gens enfin, on était assez impressionnés de l'impact que ça avait eu, parce que les gens étaient hyper contents de recevoir une cuillère en bois. Genre, on avait vu après des gens se prendre en photo, le mettre sur LinkedIn, venir nous dire, bah, on va bien travailler cette année, comme ça on aura notre cuillère en bois l'année prochaine. Enfin voilà, et d'être vraiment très touché par rapport à ça. Donc c'est un peu pour vous dire, bah, parfois on se censure aussi pour faire ce genre de pratique parce qu'on se dit, bah oui, mais si on met en lumière certaines personnes et pas d'autres, peut-être que ça va créer un peu de tension dans le collectif. Bah en fait, ça valorise aussi, pardon, les gens qui ont fait des choses hyper chouettes et ça peut donner aussi envie aux autres de s'inspirer de ces bonnes pratiques-là pour faire dans son collectif. Mais en tout cas, ce que je veux, sans vous dire forcément de créer une cérémonie de l'habitat participatif, c'est l'importance de célébrer les individus et le collectif pour faire en sorte que le collectif continue à grandir et à se sentir valorisé et reconnu pour ce qu'il fait. Voilà. Et donc, dans tout ça, bah, l'importance de favoriser, d'adapter un petit peu les différents formats à la taille et à l'énergie du collectif, hein. Voilà, si vous êtes 10 au sein de votre habitat, vous n'allez pas organiser les mêmes choses que si vous êtes un grand réseau. Et donc, de réfléchir et de varier les formats. Tout le monde n'est pas toujours à l'aise dans les grands formats. Les gens aiment bien parfois les petits formats à 10 où ils peuvent créer du lien avec les gens, etc. Et donc, l'importance de varier tout ça. De favoriser, de nourrir la convivialité, mais Stéphanie, tu l'as dit mieux que moi, donc je ne vais pas m'étendre sur ça. Et parfois de formaliser comme un planning pour donner un peu de visibilité sur les événements à venir. Parfois, quand on rejoint un collectif, on n'est pas très au clair sur quels sont les événements à venir, qu'est-ce qui arrive dans la communauté, qu'est-ce qui va se passer. Et donc, le fait d'avoir sous un format peut-être visuel ou un message WhatsApp ou des choses comme ça, pour rappel, au mois de février, voilà quand est-ce qu'on se retrouve et comment, etc., pour que les gens notent bien dans leur agenda ou des choses comme ça. Bah voilà, vous pouvez partager sur le mois à venir ou sur les 6 mois à venir des petits plannings pour que les gens retiennent bien les dates de quand est-ce qu'on se rencontre dans nos communautés. Voilà. Il me reste une bonne pratique à vous partager. Est-ce que ça va? Vous avez encore de l'énergie, de l'écoute. Je sais qu'il est un peu tard et qu'on est en visio, donc je fais de mon mieux, mais j'espère que ça va. Non, non, c'est vraiment bien. Ça va? Alors, Ouais? Ok. je, Oui? juste te dire que là, dans 2, 3 minutes, je vais être obligée de partir parce que Ok. j'ai une autre visio. Donc, Ah oui. Pas de souci. Full visio pour Geneviève en ce jeudi soir, mais pas de problème. De toute Pareil pour façon, moi. Pardon. toi aussi, Pareil pour moi. Florence? Ok. Et ben, de toute façon, vous aurez l'enregistrement, donc ouais, Est-ce voilà, Aurélie. Lorraine, est-ce que tu veux prendre ta photo de groupe avant? Je sais Ah, que bravo! Très bon voilà, réflexe d'animation et avant de qu'il y ait des communauté. personnes qui s'en aient. T'as bien retenu la leçon, Aurélie. Ok, allez, je vous propose du coup de prendre juste une petite photo souvenir à 3. 1, 2, 3. Parfait. Oula, quitter la réunion. Non. Voilà, donc comme ça, on a notre petit souvenir. Mais en tout cas, merci de votre écoute et contribution à vous deux. Hop, je remets mon écran. Où sont mes slides? Ok.
Donc, dernier pilier et sujet sur lequel j'avais envie qu'on crée un peu cet échange, c'est la communication. Donc, c'est comment est-ce qu'on échange et on se parle dans vos différents collectifs. Et c'est pour faire écho aussi à la question sur les outils de communication, enfin les outils de communication et peut-être de gestion de projet. Donc là, je vous laisse un petit peu réagir aussi pour partager, voilà, comment est-ce qu'on se parle, via quels outils ou quels sont les outils que vous utilisez pour gérer un petit peu aussi. Voilà, le collectif. Moi, je veux bien prendre la parole Allez, rapidement. vas-y, Stéphanie. Donc, bon, il y a toujours le bord de papier dans la salle commune. Ouais. Il y a les coursives de manière informelle et surtout, il y a WhatsApp. Tadadadam. Il faut savoir que dans la communauté, il y a une personne déjà qui n'a pas WhatsApp, qui est pourtant d'une génération jeune, mais qui refuse d'avoir WhatsApp. Elle a un vieux bip-bop avec des touches. Donc, c'est toujours compliqué. Donc, il faut toujours dupliquer de la communication, hop, via un mail ou un texto sans smiley, parce que bien sûr, il n'y a pas de smiley. Voilà. Et sinon, par rapport à ce WhatsApp, c'est un WhatsApp pour tout. Enfin, il y a un WhatsApp, enfin, il y a deux WhatsApp, parce qu'il y a un WhatsApp pour la communauté entière et un autre WhatsApp pour nous, notre petite communauté d'SIAPP, puisqu'on a des soucis, enfin tout ce qui est éléments qui nous concernent que nous. Donc en fait, il y a deux groupes bien distincts. Mais je témoigne sans en l'avoir encore testé, mais pareil, c'est un truc que je vais tester dans un autre habitat que j'ai été visiter, encore différent, à Fontenay. Ils ont un WhatsApp hyper structuré où en fait, dans le WhatsApp, tu as des sous-groupes. Donc, tu as le sous-groupe jardin, tu as le sous-groupe de la danse, tu as le sous-groupe CA, tu as le sous-groupe ouverture sur le quartier, tu as le sous-groupe Cuistoche, et voilà. Et donc, du coup, je trouve que c'est pas mal. Du coup, il va convenir, enfin, il va falloir que je sais pas comment m'y prendre, mais que je pense que je vais faire ainsi parce que, en fait, on est noyé dans les trucs, à la fois des documents très formels, à la fois des. Bon, heureusement qu'on poste pas trop de photos ou de blagounettes, mais voilà. Et donc, du coup, on pourrait aussi créer un canal un sous-canal plutôt, pour le côté fun, pour photo, machin truc. Et bah, du coup, j'avais bien aimé cette façon de faire et cette pratique. Et voilà, depuis le temps que j'en parle, ça fait 2 mois que j'ai découvert, un mois et demi que j'ai découvert ça. Et c'est vrai que il va falloir que je le mette en place. Voilà. Merci Stéphanie, très intéressant d'en parler. Est-ce qu'il y en a d'autres qui utilisent du coup les communautés WhatsApp? Pas tellement, nous. Non? Vraiment, c'est pas du tout ce qui passe en priorité. C'est vraiment les mails. Les mails? Ouais. Les mails. Les appels téléphoniques quand c'est des Ouais. personnes proches ou enfin les référentes structures que je connais bien, je les appelle. Et on a une gazette aussi qu'on essaye de faire partir au moins tous les 2 mois Ok, avec un peu qu'est-ce qui se passe enfin, dans notre association. trop bien. Trop Et intéressant. d'avoir les infos de tous les autres. En fait, le but, c'est de récolter les infos et les refaire partir vers l'extérieur en tant Trop, que trop bien. structure un peu d'accompagnement. Ok. On crée des listes de diffusion en fonction des thématiques. Ok. Tu peux expliquer un peu ce que c'est les listes de diffusion? Ouais. Liste de diffusion, c'est comme une logique de mail collectif. Tu t'inscris, en fait, c'est une adresse générique qui renvoie à toutes les personnes qui sont inscrites. Carrément. C'est Ouais. différentes manières de le faire. La moins googlisante, ça doit être Frama-list ou Frama-group. Ouais. Ça veut dire qu'on peut se désabonner à n'importe quel moment, comme une lettre de diffusion, sauf que si tu écris sur cette adresse-là, tout le monde va recevoir le mail. Je Carrément. connaissais pas. Ouais. Euh, Merci. Ouais. voilà, être sûr de ne pas forcément répondre pour quelque chose de peu important sur l'ensemble de la liste, quoi. Sinon, c'est le Ouais. même problème que que les mails collectifs. Trop bien. Trop bien, merci. Effectivement, donc, hop. Donc sur cette partie un peu de comment est-ce qu'on parle avec son réseau, quelques petites réflexions, mais vous en avez commencé à en parler. C'est vrai que
toujours bien te dire, bah, il vaut mieux utiliser peu de canaux que de s'éparpiller sur trop d'outils pour essayer de correspondre à tous les usages des gens. Et je sais que c'est difficile parce que, comme tu le disais, Stéphanie, parfois, bah, la majorité utilise WhatsApp, mais il y en a un qui, bah, voilà, avec qui c'est plus compliqué, ou enfin voilà. Mais du coup, l'idée de se dire, voilà, on va essayer de trouver le dénominateur commun d'outils et celui qui a, voilà, peut-être peut fédérer. Et en même temps, je me contredis un peu dans cette slide, mais parce que je pense que c'est important d'avoir les deux notions. Sur l'avant-dernier point, c'est de se dire que, bah, souvent, la communication qui est la plus efficace, elle est souvent assez mixte aussi, et que ça peut être un mélange de WhatsApp pour les informations du quotidien, de Gazette, comme tu disais Alice, pour envoyer les messages principaux, et peut-être bah, parfois les gens qui n'ont pas WhatsApp, c'est aussi des gens qui préfèrent avoir toutes les infos d'un coup par mail par exemple, et donc du coup se les noter et s'organiser comme ils veulent. Et d'autres qui préfèrent les Framadate ou les Framalistes, comme tu disais, Emmanuel. L'idée, c'est de se dire aussi que bah, voilà, chaque canal a un rôle spécifique, comme je vous disais. Ça peut être d'informer en un coup, de parler du quotidien, etc. Donc, en fait, se dire, on va utiliser WhatsApp pour les discussions du quotidien, la Gazette pour résumer les informations principales. Et ça va en fait correspondre à différents aussi types d'usages et d'envies. Et donc, pour choisir vos outils, il faut en prendre en compte là où sont les publics avec lesquels vous discutez, hein. Voilà, est-ce que c'est plutôt WhatsApp? Est-ce que c'est plutôt Telegram? Est-ce que c'est plutôt... Enfin, voilà. Mais aussi la capacité réelle de vous, des gens qui coordonnent, à animer ces outils. Ne vous lancez pas dans des choses qui sont trop complexes si en fait, vous n'avez pas le temps de le faire. Et peut-être qu'au fur et à mesure, ça se structurera dans le temps parce que vous avez des gens qui vous rejoignent et qui ont cette appétence-là, des outils, etc. Mais c'est aussi, voilà, prendre en conscience ce qu'on a et ce qu'on peut utiliser. Euh, et enfin aussi, bah pareil, de la même manière que je vous disais tout à l'heure, ça peut être pas mal de faire un planning des événements. Ça peut être aussi intéressant parfois de réfléchir à son planning édito. Alors ça fait très agence de communication ce que je vous partage, mais en tout cas, de se dire, est-ce qu'il y a des grands temps de communication dans votre mois, dans votre année, dans votre semestre, etc. À quel moment vous allez devoir partager des gros flux d'informations pour éviter qu'il y ait une semaine où en fait on a 45 informations à envoyer aux membres et une semaine où il n'y a rien. Et du coup, que les gens se retrouvent noyés à certains moments et bah, complètement dans le silence pendant 3 semaines. Et donc, du coup, c'est pour un peu essayer d'étaler sa communication dans le temps. Voilà, donc je voulais aussi vous partager l'exemple des communautés WhatsApp. Alors, c'est pas pour dire que c'est la solution magique, mais en tout cas, parce que c'est un outil intéressant, effectivement. Nous, on l'utilisait pas mal chez Make Sense avec les bénévoles. Moi, ce que j'aime bien dans ces communautés, c'est qu'en fait, il y a le groupe annonce, qui est souvent la boucle où en fait, il y a que les admins qui peuvent poster des messages et qui permettent d'envoyer des informations sans que les gens puissent répondre. Donc, il n'y a que vous qui avez la parole et qui pouvez envoyer des messages. Et du coup, ça permet d'envoyer les messages clés et de faire en sorte que ça se rejoigne. Et ensuite, du coup, bon, bah, là, nous, c'était des groupes par ville, mais ça peut être par thématique, comme tu l'as dit, Stéphanie, tout à l'heure, en fonction de ce que c'est cuisine, etc. Enfin, voilà. Et les gens rejoignent ce qu'ils ont envie de rejoindre, en fait. Et donc, du coup, ils peuvent naviguer de manière assez autonome aussi dans les sous-communautés. Et voilà. Dans ces boucles, on avait bien rappelé le cadre d'échange. Voilà, pour moi, c'est vraiment une bonne pratique aussi parce que ça permet, comme je vous disais au début de la session, de recadrer. C'est qu'il n'y a jamais quelque chose qui se passe qui est en dehors de ce que vous aviez posé comme règle de communication. Si quelqu'un fait que son auto-promo, si quelqu'un parle mal, enfin voilà. Et de clarifier à quoi sert ces temps. Et enfin, c'est des espaces où en fait vous pouvez faire de la valorisation aussi, donc de la célébration. Vous pouvez varier les formats, parfois envoyer des photos, parfois des vidéos, je sais pas, des articles qui font référence à des sujets dont vous discutez, etc., des inspirations. Enfin voilà, c'est la communication, c'est aussi varier les messages qu'on envoie, qui sont pas toujours est-ce que quelqu'un peut venir filer un coup de main demain, mais aussi apporter des informations, du contenu aux membres de son réseau. Voilà. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'était, bah là, on a parlé un petit peu de parler avec son réseau. C'est aussi important de parler de son réseau pour attirer des nouvelles personnes, hein, mais aussi pour valoriser les personnes. Donc, pour moi, la valorisation, elle est clé. Je voulais vous donner quelques exemples. Et bon, nous, on avait une grande communauté de bénévoles. On avait un enjeu aussi à partager autour de ça parce qu'on voulait attirer des nouvelles personnes. Mais du coup, la valorisation, elle peut être collective. On fait des messages comme je vous envoyais et comme je vous montrais juste avant. Et en fait, on valorise les personnes qui ont fait des choses. Ça peut être des posts sur les réseaux sociaux. Alors moi, j'utilisais beaucoup LinkedIn, mais voilà, pour mettre en avant ce que les gens de la communauté faisaient, pour les valoriser, mais pour donner envie à d'autres de nous rejoindre.
On les avait fait témoigner, on avait créé des petites vidéos pour mettre en avant ce qu'ils faisaient et c'était des petites vidéos témoignages. Euh, alors on avait un monteur, etc. Mais ça peut être juste, on se prend en vidéo avec un iPhone et on fait tourner ça sur une gazette par exemple, sur des réseaux si vous en avez, etc. Et ça met en avant aussi en fait les gens du collectif qui font des choses. Et ça, c'était quoi? C'était bah, voilà, de les faire témoigner, mais Emmanuel le disait aussi tout à l'heure très bien. Et dans cette idée de parler de son réseau, bah, quelques petits conseils aussi, parce que c'est des vitrines en fait aussi de ce que vous faites et ça peut permettre d'attirer des gens. C'est de penser un peu au ton que vous employez, qui reflète à la fois votre culture, vos valeurs, mais pourquoi est-ce que vous existez. Et donc la culture, je vous l'ai dit, et dans la manière dont vous parlez du réseau, il peut y avoir voilà, plein de formats différents, les stories, les coulisses. Je vous montre un petit peu bah, voilà, comment est-ce que ça se passe chez nous, la répartition, enfin voilà, la déco, comment est-ce que ça se passe, des gens qui font la cuisine dans l'habitat participatif ou des choses comme ça, pour donner à voir en fait aussi, pour que les gens prennent conscience de ce que ça veut dire l'habitat participatif, de l'ambiance dans un habitat participatif, etc. Des témoignages, comme je vous disais, des petits clins d'œil, des blagues, etc. Ou des choses comme ça. Voilà, c'est un peu toutes les notions aussi autour de comment est-ce qu'on parle de son réseau, parce que je pense que c'est aussi important de le mettre en avant. Vous faites des très belles choses et voilà, vous créez aussi des très belles choses. Et donc, du coup, de le rendre visible sans se dire que vous avez besoin d'être des experts en communication, mais que voilà, les gens sont aussi intéressés par voir comment ça se passe à l'intérieur. Voilà. Est-ce qu'il y a Mhm. deux, trois réactions par rapport à tout ça avant de conclure? Non, c'est intéressant et important l'impact de la communication et surtout la façon de communiquer. Euh, c'est Ouais. non, c'est inspirant. Je vais mettre en place euh, grâce à tes tips. Enfin voilà, je vais mettre en place ce que je pensais mettre en place et l'adapter aussi grâce aux tips que tu nous as donnés. J'ai beaucoup apprécié cet Trop bien, atelier. merci. Et bien peut-être Merci que du coup, Lorraine. voilà, pour conclure, vous pouvez prendre juste 30 secondes, une minute avec vous-même pour essayer de vous dire, OK, c'est quoi les deux, trois, enfin, un ou deux, apprentissages clés, bonnes pratiques, voilà, petites choses avec lesquelles vous repartez ou voilà, quelque chose que vous avez envie de tester dans les prochaines mois, les prochaines semaines, les prochains mois. Bah, j'aimerais bien tester ton système d'organisation non pyramidale. Euh, voilà. Et donc, du coup, le décliner avec le groupe WhatsApp, etc. Mais voilà. OK, Euh, OK, mm, c'est mm. trop bien. Et le café Cosette, je l'ai déjà dit, mais Ouais. c'était déjà avant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager un petit peu sur voilà, les petites choses que vous retenez là à la suite de tout ça? Nous, on avait prévu de parler demain, donc justement, on voulait faire des binômes et qui seraient sous forme de marrainage-parrainage. Donc, si ça Ouais, fonctionne bien, ça va être bien. trop bien. Moi, déjà, j'ai aimé l'idée, mais je dirais que ça fonctionne parce que la problématique, c'était surtout, enfin, pour les gens de mon association, le vieillissement. Donc, ils voulaient faire des binômes entre genre vieux, entre guillemets, et plus jeunes. Voilà. Et, j'aime bien aussi le faire avec et laisser faire. Voilà. Ouais, Donc, trop bien. le laisser Moi, ça m'est beaucoup resté cette notion-là, voir effectivement. commencer, impulser quelque chose et ensuite me dire, bon, ça tourne tout seul et même je peux venir, mais juste, je regarde. Trop bien, trop bien. Merci Alice. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Ouais, moi, de mon Oui, côté, ce serait de communiquer de l'après, ce qui s'est fait, plutôt que de toujours communiquer sur ce qu'on va proposer, les événements. Mais c'est vrai que on met pas, enfin, de notre côté, on met pas forcément une petite photo pour illustrer un peu ce qui s'est passé, pour montrer bah voilà, oui, le- un visuel, une image, une photo de l'événement qui peut donner justement envie de carrément, personnes de nous rejoindre. carrément. Mm. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas encore le réflexe ici. On fait avant, mais on fait pas après. Ouais, carrément. Ça laisse des souvenirs après dans la communauté, donc c'est chouette, carrément. Merci Thomas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer?
Et merci beaucoup. Merci de votre écoute et surtout de vos partages. C'était très riche. Merci Aurélie et Charlotte pour l'invitation. Du coup, on vous enverra les slides. Et voilà. Et si jamais vous avez envie de continuer à échanger sur ces enjeux-là, ben, voilà, je pense je vous enverrai mon mail, etc. et mon LinkedIn pour ceux et celles qui ont LinkedIn. Et on peut évidemment continuer à parler de ces sujets qui me passionnent, comme vous le voyez. Ouais, Voilà. volontiers. Bah, c'était Donc, vraiment Franchement, c'est super. super bien. Ouais, j'ai beaucoup apprécié. Merci Lorraine. merci. Bonne continuation, continue comme ça. Merci. Mhm. Merci. Merci, Je merci. ne sais pas si Aurélie Charlotte voulait dire 2 mots sur la suite des visios. Enfin, je sais pas Ah s'il y a oui, d'autres. moi Ouais. justement, c'était par rapport à ça, c'était Oui, ma question. oui, Est-ce oui, oui. qu'on pourrait Vas-y. mettre mon adresse personnelle parce que c'est tombé dans la boîte des cohabitants, je pense, la dernière fois et du coup, bah, je suis pas venue parce que j'ai pas. Au revoir, salut Tu à peux tous. me remettre soit dans le chat, Oui, bien sûr. soit m'envoyer directement. Tu veux dire dans la boucle des mails Anime Réseau, c'est ça? Oui, voilà, j'aimerais D'accord. bien. Ok. Je me le note, il n'y a pas de souci. Hop. Ah, Moi, en- en- pardon, oui. Moi, je pense Vas-y. aussi que c'est Bénédicte qui a dû recevoir l'info puis qu'il m'a transmis, donc je suis pas sûr d'être sur la liste aussi, oui. Voilà, ouais, ben pareil, si tu peux nous mettre ton mail, Xavier, dans le chat, comme ça on le copie-colle. Ouais, Ouais, d'accord. super, merci beaucoup. Et puis J'essaierai peut-être d'être vous là. dire, pour la suite, on vous remettra tout ça par mail, mais là, on a eu du coup le plaisir et la chance d'avoir Lorraine sur 2 visios. Merci beaucoup, Lorraine, vraiment Avec pour ton plaisir. expertise et pour tous ces partages, tous ces bons tuyaux. Et du coup, l'idée derrière, c'était, voilà, avec ces 2 visios avec Lorraine, de mettre en route un peu ces sujets et puis qu'on prenne derrière le temps de venir aussi regarder pour chacun, chacune, peut-être des problématiques plus spécifiques que vous rencontrez. Donc la prochaine visio, on vous renverra la date, mais je crois que c'est au mois de mars. C'est le 12, le Et 12 mars, un jeudi 12 mars. voilà, le jeudi 12 mars, et que j'animerai avec un format de co-développement enfin, en tout cas inspiré, pour essayer de venir, peut-être venir plus précisément travailler une problématique d'une de vos structures. Mais on vous en dira plus par mail. Super, merci beaucoup. Merci. Bonne Merci soirée. Lorraine, merci Ciao. à À tous. bientôt. Bye. Au revoir.